De Moussac, bien des voyageurs passant à distance ne retiendront que la tour. Et il faut bien l'avouer, cette tour est sans doute à l'origine du village de Moussac. Mais n'allons pas trop vite en besogne, car la belle et grande tour que nous avons là ne fut construite qu'à la fin du XIIIe siècle, lorsque les droits sur cette terre échurent à l'évêque d'Uzès. Cette donation fut le fait de Philippe Auguste, roi de France en 1211. L'usage de la technique du bossage utilisée ici est parfaitement délimité dans le temps. Elle permet donc une datation assurée. Or, il est mention d'un prieuré de Mozac dès 1169. Celui-ci fait peut-être référence à un établissement humain quelque peu distant du village actuel et que l'on pourrait assimiler à cette église ruinée, sur cette carte du diocèse d'Uzès, carte du XVIIIe siècle. La construction de la tour actuelle et du corps de logis n'interviendront quasiment qu'un siècle après la donation royale de 1211. Donation d'ailleurs contestée par le dernier des Raymondins, Raymond VII, et cela jusqu'à sa mort en 1249. On comprend donc que dans ce contexte de révolte féodale, l'évêque ne prit possession du lieu que fort tard. On peut aussi parier qu'aussitôt fait, il fit raser les constructions précédentes, symbole de l'autorité des comtes de Toulouse sur le lieu de Mozac. C'était désormais de l'histoire ancienne. Mais parmi ces constructions, y avait-il une tour féodale? C'est fort à parier, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes ici sur les terres contrôlées par les fidèles vassaux des comtes de Toulouse, les vicomtes d'Uzès, avec près de là les Pelés à Alès, puis les satrapes de Sauvanduse. Ensuite, à quelques kilomètres, il y a la vicomté de Nîmes des Trincavel. Ces vicomtes turbulents, tantôt alliés, tantôt ennemis, s'acoquinant souvent avec les comtes de Barcelone, éternels adversaires féodaux des comtes de Toulouse, jadis marquis de Gauthier. Les comtes de Barcelone se prétendant être les ducs de Gauthier. Les domaines des Trincavel étaient, comme on peut le voir ici, comme un coin, enfoncé dans un comté de Toulouse trop étiré. Perché sur la butte de Moussac, la première tour surveillait donc le sud de la vallée du Gardon, vallée très étroite à cet endroit. Enfin, cette tour contrôle un passage à gué qui permet de traverser la rivière du Gardon. Ce gué est attesté au XVIIIe siècle, et il est notoire que les gués sont permanents car là affleure la roche, qui impose sa tyrannie à la rivière, l'obligeant à divaguer et l'empêchant de creuser. Le tertre sur lequel Moussac s'est bâti lui a fourni en plus de matériaux de construction gratis pour édifier les maisons, un revêtement tout-terrain pour guéer le Gardon. Ainsi, ce passage, somme toute humide, permet de pouvoir quasiment en ligne droite, depuis Uzès, passer le massif des garrigues de Boucaran par une trouée vers Anduze. D'un point de vue régional, cette route était d'une grande importance, puisqu'elle permettait de relier Uzès au bourg cévenol d'Anduze. Un péage routier était sans doute prélevé ici. La présence d'une tour antérieure à celle de la fin du XIIIe siècle semble ne plus pouvoir être contestée. Essayons de préciser, tant que faire se peut, une date probable de construction pour cette première tour féodale. Dans un autre microdoc, nous parlons des lotissements médiévaux qui se sont fossilisés dans la trame parcellaire du village. Bien sûr, leur géométrie a été quelque peu déformée par le temps, c'est-à-dire par l'activité humaine incessante pendant plus de 8 siècles. Mais les grandes formes demeurent. Elles sont caractéristiques d'un lotissement qu'on oppose au développement spontané d'un village qui laisse une impression d'anarchie urbanistique, comme ici où la seule forme du village fortifié est lisible. On trouve aussi des parcellaires qui juxtaposent des formes spontanées et d'autres autoritaires, comme ici, à Clermont-Lérault, où on devine le bourg castral et ses excroissances, et des parcellaires lotis, ici et là. Afin de compléter notre expérience des morphogénèses villageoises, à titre comparatif, dans le but de saisir mieux encore l'originalité du village de Moussac, faisons un tour d'horizon des villages voisins. Voici Saint-Chap, un exemple classique de développement avec une église en position centrale ou presque, avec l'essentiel de la forme du village fortifié préservé. Un parcellaire difficile à analyser sans plus d'investigation.
On pourrait à la limite déceler l'existence d'une porte de la ville ici, du fait de la convergence de deux chemins. Voici Sauzé maintenant. Cette fois-ci, on n'y voit rien, rien ou presque rien. Il demeure tout de même cette courbure centrée sur l'église qui fait immédiatement penser à un bourg d'origine ecclésiale. Peut-être était-il de forme ronde au XIIIe siècle, comme le fut la Calmette près d'ici. Admirez cette géométrie grandiose qui a été à l'origine de thèses originales dont on ne parlera pas ici. Voilà Brignon, tout près encore. Cette fois-ci, nous retrouvons le village ancien, cerné de remparts, dressé après 1360, avec leur tour ronde, et comme très souvent l'église et le château, enchâssés dans le rempart. Preuve indéniable que tous les ordres de la société d'alors contribuèrent à la mise en défense du lieu. Mais comme on dit, quand on s'aime, on ne compte pas. Enfin, pour finir et avant de rentrer à Moussac, voici Nertz, avec ses filaments de maisons qui se développent le long des routes. On a beau chercher, on voit que dalle. Aucune régularité, aucun tracé pour les remparts. Rien. Ce tour d'horizon nous a fait comprendre une chose. Moussac est donc un cas à part dans les environs. Ces lotissements, découverts à Moussac donc, indiquent la volonté du comte de peupler rapidement le castrum. On pourrait interpréter le plan parcellaire à Moussac de la façon suivante. Au centre, nous aurions la forteresse initiale nantie d'une ou de plusieurs tours et de bâtiments annexes. Bref, un château fort. Une fois édifié, on lotit des parcelles pour attirer les manants qui vivaient près de là, dont un certain nombre autour de l'église du prieuré Saint-Nazaire originel, que l'on peut imaginer comme une sorte de proto-village ouvert, c'est-à-dire non fortifié. Ainsi, l'établissement d'une forteresse regroupa la population autour d'elle, et ce que les historiens appellent l'incastellamento ou enchâtellement. Essayons de voir maintenant si nous pouvons insérer cette hypothèse dans le flux de l'histoire. Si le comte d'Uzès autorise la construction d'une tour ici, ou d'une forteresse, c'est peut-être à l'initiative des comtes de Toulouse, leurs suzerains. Or, construire une tour, ou une forteresse, est à chaque fois une très grande affaire, et c'est dans la seconde moitié du XIIe siècle que la maison de Toulouse recouvre une capacité d'action d'envergure et les subsides y doivent. Le centre de son pouvoir est désormais plus oriental, plus centré sur ses possessions provençales et sur les rebords rhodaniens du Languedoc. La vicomté d'Uzès joue un rôle tampon avec le domaine des Trincavel. Là, dans cet ensemble qu'ils occupent, on voit les Raymondins faire construire plusieurs tours en cette seconde moitié du XIXe siècle, à Vaison-la-Romaine, à Pernes-les-Fontaines, où là, ils ont parfois résidé. Il ne serait pas étonnant que ce soit à cette époque que Moussac se soit vu doté d'une tour et qu'on découpa un ensemble de lots pour créer de toutes pièces une forteresse dotée d'un important rôle stratégique. C'est que le Languedoc a connu sa guerre de 100 ans, guerre opposant les comtes de Toulouse à ceux de Barcelone, les Trincavel étant tantôt l'allié de l'un, tantôt l'allié de l'autre. Cette guerre couvre tout le XIIe siècle et si les Trincavel jouent un jeu trouble dès 1230, étant alors redevenus des appuis d'Alphonse de Jourdain, comte de Toulouse, dès 1142, ils changent une fois encore de camp. La guerre va alors faire rage pendant des décennies et l'on sait qu'en 1167, Raymond Trincavel revenait de la région nîmoise où il était venu en aide à Bernard Atonsis, son frère, contre Raymond V et ses vassaux. Si on jette un œil aux premières mentions de Moussac dans les archives, elles apparaissent à peine postérieures à la grande crise guerrière des années 1160. On peut donc supposer que cette première tour féodale était construite depuis peu sur le tertre. C'est peut-être après les années 1140 que fut élevée, là, une première tour féodale, après les énièmes et ultimes revirements des Trincavel. Peut-être y avait-il déjà des constructions qui durent céder la place au comte qui établissait, à cette époque, un réseau de forteresses pour sécuriser ses possessions et préparer ses offensives et autres razzias. Pour qu'une forteresse fût opérante d'un point de vue strictement militaire, il fallait qu'elle soit à mesure d'entretenir des soldats, d'accueillir une armée féodale, c'est-à-dire d'être capable de la nourrir, hommes et chevaux.
On tient peut-être là une des origines du village de Moussac, qui serait alors né du regroupement des hommes alentour, autour de cette première tour féodale. L'existence des traces de lotissements médiévaux semblables à ceux qu'on retrouve à Vaison-la-Romaine, et dont la paternité raymondine est indéniable, pousse dans le sens d'un précédent à Moussac au milieu du XIIe siècle. L'urgence pour les Raymondins étant sur la frontière occidentale de leurs possessions orientales. Bien sûr, cette belle démonstration historienne ne prétend pas toucher à la vérité dans sa pureté virginale, mais elle comble un manque et se pose comme une première contribution argumentée quant aux origines de Moussac. Libre à d'autres de l'enrichir, de la critiquer, et s'il y a matière à revoir la copie, je la composerai de nouveau avec le plus grand des plaisirs.